look, you gotta get in and out quick. You a magician? Watch. I can do that in the blink of an eye. Hey boy! Hors limite, l'intégrale, le brasier de Détroit. La ville de Détroit, autrefois fleuron de l'industrie, n'est plus qu'un champ de mines sociales où la tension est palpable à chaque coin de rue. Ce jour-là, l'air est lourd, chargé d'une électricité particulière. Un immense rassemblement politique se tient en plein cœur de la métropole. Les drapeaux étoilés flottent au vent, mais sous les sourires de façade des politiciens, une machinerie sécuritaire colossale est en marche. Le vice-président des États-Unis est en ville, et avec lui, une armada d'agents du Secret Service, au visage de marbre et aux oreillettes discrètes. Au milieu de cette foule compacte et bruyante, le chef Hinge, un homme de dossier et de protocole, scrute les environs. Son regard s'arrête net. Il vient de repérer une anomalie dans ce décor trop bien huilé. Orrin Boyd. Boyd n'est pas censé être là. C'est un détective de terrain, un homme qui sent la poudre et le café froid, connu pour son mépris souverain envers les procédures administratives et sa propension à transformer chaque arrestation en zone de guerre. Boyd ne regarde pas le podium. Son instinct, aiguisé par des années de planque dans les bas-fonds, lui souffle que quelque chose cloche. Ses yeux se fixent sur un officier de police, posté près de l'accès réservé aux VIP. L'homme semble nerveux, ses mains bougent trop, et il échange des regards furtifs avec des individus en retrait. Pour Orrin, ce n'est pas de la vigilance, c'est de la complicité. Le discours se termine sous des applaudissements mécaniques, alors que le cortège officiel s'ébranle pour quitter les lieux. L'impensable se produit. Le sifflement caractéristique de pales d'hélicoptères déchire le ciel. Un appareil noir surgit des toits et commence à arroser le convoi à la mitrailleuse lourde. C'est une embuscade militaire en plein centre-ville. Des miliciens surgissent de partout, lourdement armés, transformant le boulevard en un corridor de mort. Les agents du Secret Service sont paralysés par la puissance de feu. Ils tentent désespérément d'évacuer le vice-président, mais ils sont fixés au sol par un déluge de plomb. Boyd, sans attendre de renfort, plonge dans le chaos. Il progresse de carcasse de voiture en carcasse de voiture, sa silhouette se découpant contre les explosions. Avec une précision terrifiante, il abat les tireurs les uns après les autres. Il parvient à atteindre le véhicule officiel, alors que celui-ci est bloqué sur un pont massif. Devant eux, un véhicule d'extraction explose, coupant toute retraite. Derrière, les assaillants se rapprochent. Boyd regarde le vice-président, un homme terrifié qui réalise que sa vie ne tient qu'à un fil. Orrin prend une décision en une fraction de seconde. Une de ces décisions qui font soit de vous un héros, soit un prisonnier. Il saisit le politicien par le col de son costume de luxe et, d'un geste puissant, le projette par-dessus la balustrade du pont. Le corps chute de plusieurs dizaines de mètres pour s'écraser dans les eaux sombres du fleuve. À cet instant, Boyd est le seul rempart entre la milice et le vide. L'exil, au 15e district. L'acte d'Orrin Boyd a sauvé le vice-président, mais dans les hautes sphères, on n'aime pas être sauvé de manière aussi peu diplomatique. Quelques jours plus tard, dans le bureau climatisé du quartier général, l'ambiance est glaciale. Ses supérieurs ne voient pas un sauveur, ils voient un électron libre qui a ridiculisé l'élite de la protection fédérale. « Vous êtes une bombe à retardement, Boyd !» lui crache-t-on au visage. Le verdict tombe. Il est transféré au 15e district. C'est le purgatoire de Détroit, un commissariat délabré, situé dans une zone où même les rats portent des gilets pare-balles. C'est là qu'on envoie les flics dont personne ne veut, les incompétents, les paresseux et ceux qui sont trop honnêtes pour leur propre bien. À son arrivée, Boyd découvre un bâtiment qui tombe en ruine. L'accueil est glacial. Il fait la connaissance de la commandante Mulcahy, une femme dont le regard pourrait geler de l'acier fondu. Elle connaît le pédigré d'Orrin, elle lui donne ses ordres, profil bas, aucune initiative et une obligation stricte de suivre des cours de gestion de la colère. Pour un homme qui exprime ses sentiments à coups de poing, c'est la pire des tortures. C'est dans ces cours qu'il rencontre Henry Wayne. Wayne est l'opposé total de Boyd. Il est présentateur de talk-show, il est paranoïaque, et il possède un débit de parole qui ferait passer une mitrailleuse pour un instrument lent. Henry se prend immédiatement d'affection pour ce grand policier silencieux et ténébreux. Un soir, en sortant d'une séance particulièrement exaspérante, Boyd trouve un groupe de délinquants en train de forcer la serrure de sa voiture.
C'est l'étincelle de trop, sans un mot, avec une économie de mouvement qui frise l'art martial, il neutralise la bande. C'est là qu'il réalise que même dans ce quartier dévasté, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les criminels semblent trop confiants, comme s'ils bénéficiaient d'une protection invisible. Les deux visages de Latrell Walker. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, une figure émerge de l'ombre. Latrell Walker. Latrell est l'image même de la réussite insolente. Il se déplace en convoi de voitures de luxe, porte des vêtements de créateur et dégage une aura de puissance calme. Son premier arrêt est une prison de haute sécurité. Il vient voir son frère incarcéré dans des conditions déplorables. Le dialogue entre les deux frères est chargé d'émotions et de non-dits. Le frère de Latrell a peur. Il sait que dans cette prison, les murs ont des oreilles et que sa vie est menacée par ceux-là même qui sont censés garder les cellules. Latrell, le visage de marbre, lui fait une promesse « Je te sortirai de là. Le système est pourri, alors on va le briser. » Pour démontrer sa puissance et son mépris des préjugés, Latrell se rend ensuite dans une concession automobile ultra luxueuse. Le vendeur, un homme imbu de lui-même, refuse de le servir, jugeant son apparence incompatible avec le standing de l'établissement. Latrell ne s'énerve pas. Il sourit, il sort des liasses de billets de banque, une fortune liquide et achète une Lamborghini de 300 000 $ sur le champ. Ce n'est pas de la frime, c'est une déclaration de guerre contre ceux qui pensent pouvoir le sous-estimer. C'est à ce moment que les trajectoires de Boyd et Walker commencent à s'entrecroiser. Orin, en patrouille dans les secteurs les plus sombres, repère TK, l'associé de Latrell. Son instinct de flic se remet en marche. Il suit TK jusqu'à un bâtiment décrépit où une transaction semble imminente. Boyd décide d'intervenir seul, comme à son habitude. Il menotte TK à sa voiture et s'introduit dans le bâtiment avec la discrétion d'un prédateur. Mais ce qu'il découvre à l'intérieur le glace d'effroi. Ce ne sont pas des gangsters de rue qui brassent de la drogue, ce sont des policiers, et pas n'importe lesquels. Des officiers du 15e district, avec à leur tête le détective Montini, une figure respectée du service. Une bagarre brutale éclate. Boyd utilise tout ce qui lui tombe sous la main pour se défendre contre ses propres collègues. Dans la confusion, Latrell et TK parviennent à s'échapper. Montini, furieux, tente de justifier sa présence en prétendant qu'il est en mission d'infiltration. Mais Boyd n'est pas dupe. Il a vu l'argent, il a vu la drogue, et il a vu la peur dans leurs yeux. Les rouages de la corruption. L'incident avec Montini n'était que la partie émergée de l'iceberg. De retour au poste, Boyd est accueilli par des regards noirs. L'ambiance dans le gymnase du 15e district est électrique. Ici, les policiers ne s'entraînent pas seulement, ils se livrent à des jeux de pouvoir brutaux. Boyd observe, silencieux, un groupe d'officiers pariant sur celui qui tiendra le plus longtemps face à des décharges de pistolets à impulsion électrique. C'est un spectacle dégradant qui témoigne de la dérive morale du commissariat. L'un des officiers, gonflé de testostérone, défie Boyd. Orin accepte, mais réalise vite que le jeu est truqué. Lorsqu'un autre policier tente de le provoquer physiquement, la rage de Boyd, si longtemps contenue, menace d'exploser. C'est alors qu'intervient Lewis Strutt, un détective charismatique qui semble être le seul à garder la tête froide dans ce chaos. Strutt sépare les hommes et se présente à Boyd avec un sourire presque trop parfait. « Ici, on survit comme on peut, Boyd. Ne te mets pas tout le monde à dos dès la première semaine. » Pourtant, Boyd ne peut pas s'empêcher de fouiller. Il s'introduit dans les archives et commence à recouper les rapports de saisie. Le chiffre tombe comme un coup près. 50 kg d'héroïne pure ont été saisis lors d'une opération majeure quelques mois plus tôt. Mais lorsqu'il vérifie le registre de la salle des scellés, un coffre-fort censé être inviolable, la drogue a été remplacée par du bicarbonate de soude. La marchandise s'est évaporée dans la nature, ou plutôt, elle a été remise sur le marché par ceux-là même qui l'avaient confisquée. Ses soupçons se portent immédiatement sur Montini, mais il a besoin de preuves tangibles. Son nouveau partenaire, bien que réticent, lui lâche une information cruciale. Une voiture Yellowhammer, un modèle rare et voyant appartenant à Latrell Walker, est souvent vue stationnée près des lieux de rendez-vous de Montini. Le lien est fait, mais la nature exacte de leur relation reste un mystère.
infiltration nocturne. La nuit tombe sur Détroit, enveloppant la ville d'un manteau de néon et de brouillard. Boyd décide de suivre la piste de la drogue jusqu'à un club privé, le repère de la haute voltige criminelle et des policiers en quête de sensations fortes. À l'entrée, les videurs, des colosses qui semblent sculptés dans le granit, lui barrent enfin la route. « C'est une soirée privée, l'ami. Dégage !» grogne l'un d'eux. Boyd ne discute pas. Il agit. En 3 mouvements secs, il neutralise les gardes et pénètre dans l'arène. À l'intérieur, la musique est assourdissante. Les basses font vibrer les murs. Il repère TK dans le carré VIP, entouré de femmes et de bouteilles de Hennessy hors de prix. La confrontation est inévitable. Boyd s'approche, mais avant qu'il ne puisse l'appréhender, une bagarre générale éclate. Orin se retrouve à affronter une demi-douzaine de nervis. La scène est un ballet de violence. Boyd utilise les chaises, les verres et même le comptoir du bar pour se frayer un chemin. C'est à ce moment qu'il aperçoit Latrell Walker au fond du club. Leurs regards se croisent. Il n'y a pas de haine dans les yeux de Latrell, juste une forme de respect mutuel et d'incompréhension. Alors que Latrell tente de s'éclipser par une porte dérobée, le détective Clark, un allié de Montigny, tente de l'intercepter. Une lutte féroce s'engage dans l'allée sombre derrière le club. TK intervient juste à temps pour extraire son patron dans une crissement de pneus, laissant Boyd avec plus de questions que de réponses. Cependant, Boyd ne repart pas les mains vides. Dans la précipitation de la fuite, Latrell a laissé tomber un pass de visiteur pour la prison d'État. Le lendemain, Boyd se rend sur place. Il veut comprendre pourquoi un multimillionnaire comme Walker s'intéresse autant à un détenu de droit commun. La rencontre avec le frère de Latrell est brève et frustrante. L'homme est terrifié, il refuse de parler, conscient que chaque mot prononcé devant un flic pourrait être son dernier. L'alliance inattendue, le climat devient délétère. Montigny commence à sentir le souffle de Boyd sur sa nuque. Un soir, alors qu'Orin rentre chez lui, sa voiture est violemment percutée par un van noir. Des hommes cagoulés en sortent, lourdement armés. Ce n'est pas une sommation, c'est une exécution. Le combat qui s'ensuit est d'une intensité rare. Le van est propulsé dans un décor de chantier après une course-poursuite effrénée. Boyd parvient à s'extraire de la carcasse fumante, le visage ensanglanté, mais le regard plus déterminé que jamais. Il sait maintenant que Montigny et ses sbires sont prêts à tout pour protéger leur business de 5 millions de dollars. Déterminé à en finir, Boyd remonte la piste de Latrell jusqu'à ses bureaux, un complexe ultra-moderne caché sous une façade industrielle. Il entre en force, prêt à abattre Walker. « Tu veux ma mort ? Vas-y, finis-en !» hurle Boyd. Mais Latrell reste calme. Il lève les mains et invite Boyd à s'asseoir. « Tu te trompes de cible, Orin. Je ne suis pas ton ennemi. » C'est là que le voile se lève. Latrell révèle qu'il est un entrepreneur de génie, un hacker de haut vol qui a fait fortune légalement. Il explique que son frère a été piégé par Montigny Estrut pour un crime qu'il n'a pas commis, simplement parce qu'il en savait trop sur le trafic d'héroïne au sein du 15e district. Latrell n'infiltrait pas la pègre, il infiltrait la police. Il vole la drogue des scellés, la revendent et utilise de l'uniforme pour couvrir leurs traces, explique Latrell en montrant des schémas financiers complexes sur ses écrans. On a le même objectif, détective. On veut que ces ordures se paient. Reconnaissant la vérité dans les paroles de Walker, Boyd accepte l'impensable. Une alliance entre un flic rebelle et un génie de l'ombre. Ils élaborent un plan audacieux. Latrell va officiellement proposer d'acheter les 50 kilos d'héroïne pour 5 millions de dollars afin de piéger Montigny en flagrant délit. Pour réussir, ils ont besoin de preuves audio et vidéo irréfutables. Boyd fait appel à la seule personne assez folle ou assez naïve pour l'aider, Henry Wayne. Malgré une peur bleue, l'animateur radio accepte de transformer son van de reportage en centre d'écoute mobile. Sa mission est de capter chaque mot de la transaction. La trahison dans le sang. L'opération est lancée. Le ciel de Détroit est bas, lourd de nuages de suie qui semblent vouloir étouffer la ville. Boyd, conscient que chaque mouvement peut être le dernier, informe la commandante Mulcahy de ses découvertes. Il a besoin d'une alliée au sein du commandement. Cependant, le trajet vers le lieu de rencontre se transforme en cauchemar. Alors qu'ils circulent dans une zone industrielle déserte, leur véhicule est pris pour cible. Des tireurs d'élite, embusqués sur les toits, ouvrent le feu. Dans le fracas du métal broyé et des vitres qui volent en éclats, la voiture de Mulcahy fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre un pilier de béton.
Boyd, sonné, parvient à s'extraire de l'épave. Il tente de secourir la commandante, mais l'incendie se propage trop vite. Dans un dernier souffle de rage, il réalise que les assaillants connaissaient leur itinéraire exact. La fuite est sa seule option. Il réquisitionne la moto d'un passant et s'élance dans une course-poursuite effrénée à travers les ruelles escarpées, semant ses poursuivants dans un dédale de briques rouges. Dévasté par la mort de Mulcahy, Boyd ne peut plus faire confiance à personne. Il appelle son ancien mentor, le chef Hinge. Chef, le 15e est une fausse sceptique. Mulcahy est morte. Je vais au bout, avec ou sans vous. Boyd se rend ensuite chez son partenaire pour une ultime vérification des armes. L'heure n'est plus aux rapports administratifs, mais à la survie. L'entrepôt du jugement dernier. Le rendez-vous final est fixé dans un immense entrepôt désaffecté près des quais. C'est un squelette de métal et de rouille qui s'avance dans l'obscurité. Latrell Walker arrive le premier, accompagné de TK. Ils portent des sacs de sport remplis de billets, mais sous leur manteau, les automatiques sont armés. Montigny est déjà là, entouré de sa garde rapprochée, des flics qui ont troqué leur serment contre l'appât du gain. « Où est ta marchandise, Montigny ?» demande Latrell, la voix calme malgré la menace. Montigny sourit, un rictus carnassier. « L'argent d'abord, Walker, la confiance se gagne avec des dollars. » Alors que Latrell présente une partie de la somme pour ferrer le poisson, Boyd surgit de l'ombre, soutenu par des hommes en uniforme qu'il croit être des renforts honnêtes. Mais le destin lui réserve une dernière gifle. Son ancien patron, l'homme qu'il respectait par-dessus tout, sort de l'obscurité. Il pointe son arme sur Boyd. L'amertume est totale. « Désolé Orrin, c'est juste une question de business. La retraite est chère de nos jours. C'est le signal du chaos. Une seconde équipe d'intervention, menée cette fois par le chef Hinge et des agents de l'État réellement intègres, lance l'assaut. Les vitres du plafond explosent sous l'effet des grenades assourdissantes. L'entrepôt se transforme en une symphonie de détonations et de cris. Le châtiment Boyd se déplace comme une ombre vengeresse. Il n'utilise pas seulement ses armes, il utilise l'environnement, se servant de la vapeur des tuyaux crevés et des zones d'ombre pour neutraliser les traîtres. Un à un, les officiers corrompus tombent. Pendant ce temps, Latrell et TK sont engagés dans une fusillade nourrie contre les derniers fidèles de Montigny. Lewis Strutt, voyant que le vent tourne, saisit les sacs d'argent restants et se précipite vers le toit. Il a prévu une porte de sortie, un hélicoptère qui survole déjà le bâtiment. Boyd le repère. Il ne le laissera pas s'échapper. La poursuite sur les escaliers de secours est un calvaire physique. Chaque marche est une lutte contre l'épuisement. Sur le toit, le souffle des pales crée un ouragan de poussière. Strutt parvient à s'accrocher à l'échelle de l'appareil. Boyd, dans un élan de désespoir, se jette dans le vide et attrape un tuyau de carburant relié à la plateforme de décollage. Dans un effort titanesque, il parvient à déséquilibrer l'appareil alors qu'il amorce sa montée. L'hélicoptère oscille violemment. Strutt, perdant l'équilibre, lâche prise. Il chute dans le vide, emportant ses rêves de richesse dans une chute mortelle. En bas, dans les tréfonds de l'entrepôt, Latrell Walker accule enfin Montigny. Le flic corrompu n'a plus de munitions. Il implore pitié, invoquant le code de la police. « Tu es un civil, Walker, tu ne peux pas faire ça !» Latrell le regarde avec un mépris infini. « Je ne suis pas un civil, je suis le frère d'un homme que tu as brisé. » La justice est rendue, froide et implacable. Épilogue. Une nouvelle aube. Le calme revient peu à peu sur Détroit. Les sirènes des ambulances remplacent le son des coups de feu. Le chef Hinge s'approche de Boyd, qui est assis sur le rebord d'une ambulance, une couverture sur les épaules. « On a nettoyé le 15e, Orrin. Tu es un héros, que tu le veuilles ou non. » Boyd ne répond pas. Il regarde Latrell Walker, qui s'éloigne vers sa voiture. Ils ne se reverront probablement jamais, mais un lien indestructible s'est tissé entre le flic rebelle et le hacker de génie. Le frère de Latrell sera bientôt libéré, les preuves accumulées par Henry Wayne étant accablantes pour le système corrompu. Boyd sait que la lutte n'est jamais finie, que d'autres Montigny apparaîtront. Mais pour ce soir, la ville est un peu plus sûre. Il monte dans sa voiture, démarre le moteur poussif et s'enfonce dans la nuit de Détroit, prêt pour la prochaine mission, toujours hors limite, toujours fidèle à lui-même. Merci d'avoir suivi ce récit complet. Si cette immersion dans les bas-fonds de Détroit
vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir de nouveaux résumés détaillés et des histoires de justice implacables. À très bientôt pour une nouvelle aventure et passez une excellente journée.